Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Mon enfant n'arrive pas à dormir, il a des problèmes pour s'endormir, il se réveille la nuit. Alors peut-être que c'est votre cas, vous, jeunes parents, et que vous avez démultiplié les stratagèmes pour l'aider à s'endormir, veiller, chanter, papoter, je ne sais plus quoi inventer pour aider mon enfant à s'endormir ou à le réendormir pendant la nuit. Ce scénario, on l'entend souvent à Marina. Oui, on l'entend très souvent en consultation de plus en plus et même autour de nous. Enfin, j'ai la chance d'être grand-mère et alors j'entends via ma fille des difficultés de cet ordre-là. Beaucoup d'inquiétudes des parents en fait en voulant bien faire finalement, peur que notre enfant ait peur en fait, peur que l'enfant soit angoissé et que c'est pas seulement qu'il sait pas dormir. Souvent les parents disent mais en plus je reconnais qu'il a un pleur de peur, je reconnais qu'il est angoissé dans son cri. Et donc, le laisser s'endormir tout seul, finalement, lui apprendre à s'endormir tout seul, c'est difficile quand on a l'impression qu'il passe vraiment un très mauvais moment. Oui, c'est ça, ce sentiment, en fait, que les parents ont, qu'il faut absolument être là, qu'il faut absolument l'apaiser, parce que laisser un enfant s'endormir en pleurant, ça paraît inimaginable. Oui, ça paraît inimaginable. Et même, je pense, d'entendre des patients, moi, j'ai jamais lu ça, mais il doit y avoir de la littérature ou je sais pas, c'est peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être des podcasts, j'en sais rien, qui disent que pleurer n'est pas bon pour un enfant, le laisser crier va le faire angoisser, etc. Alors qu'il y a d'autres sources. Moi, je peux citer Eric Binet qui dit, il y a un article qu'on trouve sur Internet où il explique comment les larmes, en fait, sont bonnes, justement. On le sent parfois pour nous adultes, quand on pleure, on se sent soulagé après. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, il y a du cortisol dans les larmes, donc c'est l'hormone de stress, et elle sort en pleurant, et donc il y a de l'hormone de stress qui sort, et donc forcément le stress diminue. Et donc il est faux de dire que les larmes sont mauvaises pour un enfant, et ça je pense que c'est vraiment une fausse croyance qui est importante, dont il est important d'informer les parents, les jeunes parents, enfin même les parents plus grands, parce que je pense que c'est important à tout âge de pouvoir laisser son enfant pleurer. Et par contre, c'est pas pour ça qu'il faut lui dire vas-y pleure, voilà. Mais après l'endormissement, il y a les larmes, mais souvent c'est accompagné de cris, de l'enfant qui se met éventuellement en colère, debout dans son lit. Oui, c'est pas que les larmes, et c'est ça aussi qui crée l'angoisse des parents. Tout à fait. Je pense, c'est pour ça que j'étais sur les larmes, parce que je pense que les larmes leur font plus mal que quand il se met en colère, où on peut plus assimiler ça parfois à un caprice. Mais enfin, ça n'empêche pas que, même s'ils peuvent se dire c'est peut-être un caprice, ils sont pas sûrs que c'est un caprice, et donc tu as tout à fait raison que ça joue, et que les parents, en fait, ils sont un peu démunis, ils sont un peu perdus, ils veulent bien faire, ça c'est la première certitude qu'on peut avoir, c'est qu'ils veulent évidemment bien faire, pour la plupart en tout cas, et en fait, ils sont un peu perdus sur comment bien faire quand mon enfant a l'air d'être si mal, si je le laisse tout seul. Est-ce qu'en le laissant tout seul, il va pas développer un syndrome d'abandon? Est-ce qu'il va pas... c'est ce que j'entends en consultation, que je reprends ici. Et donc, toutes ces craintes-là, en fait, malheureusement, elles amènent les parents à répondre aux pleurs, aux colères, aux cris de l'enfant, en étant présent, et en fait à lui envoyer le message tu n'es pas capable finalement de t'endormir seul. Et donc on est en train de renforcer pour l'enfant le fait qu'il n'est pas capable de s'endormir seul, et plus on va être présent physiquement dans la chambre, tenir sa main, se coucher près de lui, enfin c'est toutes des choses que j'ai déjà eues, que j'ai entendues autour de moi. Plus on va faire ça, plus on lui renvoie le message effectivement d'amour et je suis là pour toi, c'est vrai, mais en même temps un message vraiment d'incompétence en fait. Et en fait l'enfant apprend qu'il ne sait pas s'endormir seul, et donc il va forcément recommencer le lendemain. Et donc en fait ça risque de pas s'arranger. Et moi j'ai des parents, c'est des enfants de 9 ans, j'ai des parents, c'est des enfants de 3 ans, enfin il y a de tous les âges. Et donc c'est vrai que quelque part au plus tôt on peut apprendre à son enfant à s'endormir seul, au plus vite, il va être bien lui et rassuré sur ses compétences à lui. Et en fait, on va lui donner confiance en lui. Donc, je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on peut faire à son enfant. Et c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même aussi, parce que s'il y a autant de burn-out parentaux aujourd'hui,
je pense que c'est malheureusement probablement aussi lié à ce manque de sommeil. Ben forcément, on est beaucoup plus fatigué quand on doit se réveiller 3 fois la nuit. Qu'en plus, quand on se réveille, c'est pas juste 2 minutes, c'est rester jusque quand l'enfant se rendort. Et au fil de la nuit, il se rendort de plus en plus lentement puisqu'il a déjà récupéré une partie de son énergie. Donc, il est reparti pour un tour. Et donc, les parents sont un peu au bout du rouleau. Mon enfant pleure, du coup, moi, comme parent, ben voilà, je veux aller le rassurer, ça me stresse. Et quelque part, est-ce que quand je retourne dans sa chambre, est-ce que je ne rentre pas dans cette chambre avec cette dose de stress que j'ai en moi parce que je vois mon enfant qui a du mal à s'endormir? Est-ce que ce stress-là du parent peut aussi alors être communiqué à l'enfant? Tout à fait. Pour l'enfant, c'est super anxiogène de sentir que le parent est perdu. Or, c'est le cas, comme je le disais tout à l'heure, ils sont perdus, et donc tu as tout à fait raison. Le fait même de sentir son parent perdu, et ça à tous les âges, quelque part, c'est anxiogène pour un enfant. Sentir son parent qui sait pas quoi faire, qui sait pas, en fait, c'est ultra anxiogène. Et l'enfant, en plus, ne sent pas les limites, quelque part. Et souvent, j'utilise l'image de la route avec de la neige. Si on roule sur une route où il y a la neige, il a neigé toute la nuit, la route est couverte de neige, on ne voit pas les bords de la route, c'est ultra stressant. On va aller tout doucement, on va essayer d'aller vers le bord pour essayer de voir si je peux trouver le bord. Je vais essayer de le suivre, mais seulement quand ça va tourner, je ne vais pas savoir que ça va tourner, etc. Donc ça fait peur, on ne va pas avoir confiance en nous sur cette route-là, par rapport à rouler sur une route où on voit bien les bords de la route, etc. On va accélérer, on peut même... Où tout est bien balisé. Et où tout est bien balisé, exactement. Et je dis souvent aux parents, en fait, c'est un peu ça que vous faites pour votre enfant. Il a peut-être l'impression qu'il y a de la neige, il ne sait pas où sont les limites, il ne sait pas où sont les bords, parce qu'en fait, vous dites, c'est la dernière fois que je viens, et puis comme il pleure, vous revenez quand même, et puis comme vous revenez quand même, là, éventuellement, s'il est plus grand, il demande une histoire, s'il est plus petit, juste il se calme quand vous êtes là, vous passez le pas de la porte, ou bien il y a des parents qui m'expliquent que voilà, j'attends, il ferme les yeux, alors je fais 3 pas en arrière, et il le sent, il se réveille tout de suite, il réouvre les yeux, il me regarde, il crie. Ou bien le moment où j'ouvre la porte, je fais tout doucement pourtant, mais chaque fois ils l'entendent. Donc parfois les parents, en plus non seulement ils attendent l'endormissement, mais ils restent encore après 5-10 minutes, voire un quart d'heure pour être certains. Et donc c'est un peu cauchemardesque en fait. Et c'est vrai que l'enfant, il faut quand même se dire que le bébé, à partir de 4-5 mois, il fait le lien cause à effet. Donc avant 4-5 mois, je pense que vraiment, il faut aller systématiquement, il faut systématiquement vérifier, parce qu'il ne sait rien exprimer de ses besoins. Donc, il faut vérifier son lange, il faut vérifier on sait s'il a bu ou pas bu, manger, et voir ce qui peut causer les cris. Mais à partir de 4-5 mois, vraiment, il faut se dire que les enfants, ils ont vite compris, ils sont malins, et ils ont compris que s'ils hurlent, papa et maman viennent. Et si quand papa et maman font 3 pas vers la porte, ils réhurlent, papa et maman reviennent vers eux. Donc, plus vous revenez vers eux, plus vous êtes en train de leur envoyer le message, crie mon chéri, en fait, pleure. Et surtout, ne t'endors pas tout seul, parce que tu risques alors de nous montrer qu'on ne doit pas être là. Alors qu'en criant, pleurant, etc., forcément, les parents, forcément, si les parents réagissent, l'enfant, il va continuer et ça va le nourrir. Et donc, c'est vrai que souvent les parents ont essayé plein de choses, comme tu le disais en intro, là, ils ont essayé, parfois ils disent, j'ai essayé de le laisser pleurer, on le laisse pleurer 5 minutes, alors il y a un système 5, 10, 15, donc je ne sais pas si tu le connais, ça ne te dit rien? Non, ça ne me dit rien. Tu n'as pas eu trop de problèmes d'endormissement avec tes enfants? Non, un peu plus tard, oui, avec les petites crises d'angoisse d'école, etc. Mais non, j'ai encore eu de la chance. Pas tout petit, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'il y a un système 5, 10, 15 et qui peut fonctionner. Moi, entre autres, moi je l'avais utilisé avec une de mes filles et ça avait bien marché. Donc, c'est de laisser pleurer 5 minutes, puis je viens, je rassure, je repars. Je laisse pleurer 10 minutes, je viens, je rassure, je repars, je laisse pleurer 15 minutes, voilà. Alors, ça peut marcher, moi ça a marché, donc je pense qu'il y a plein de systèmes qui peuvent marcher, en fait. Mettre la petite musique au moment, avoir des petits rituels, ça peut très bien fonctionner. Oui, c'est vrai que moi j'ai beaucoup fonctionné avec des petits rituels, mais on s'en tenait aux rituels, donc il n'y a pas de rappel, quoi. Voilà, mais en fait c'est ça. C'est à partir du moment où on commence à avoir les rappels qu'on commence à tomber un peu dans cette galère de problématiques de sommeil. Et donc, c'est vrai que, du coup, à partir du moment où, si vous êtes dans cette situation où vous ne savez pas comment lâcher sa main et que quand vous sortirez un peu vos doigts, il hurle, si vous êtes dans cette situation où vous devez rester dans la chambre, même planté comme un poteau, mais jusque quand il s'endort, etc., je pense que la solution, et elle est très, très difficile à appliquer pour les parents au départ, et pourtant, ça peut changer très très vite. J'ai encore eu récemment un couple où il a fallu 3 nuits et l'enfant dormait. Et en plus, il se réveillait. Non seulement il ne s'endormait pas le soir et il fallait que les parents restent, mais en plus, il se réveillait de nombreuses fois pendant la nuit. Et
il fallait aussi que les parents restent. Mais, et en 3 nuits, c'était réglé. Alors, je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais la solution va être de laisser vraiment l'enfant s'endormir seul. Et donc, probablement pleurer au début, puisqu'il a appris qu'en pleurant, vous revenez. Forcément, il va d'abord commencer par essayer de vous faire revenir. Et il a raison. Et donc, ça va être important de le faire. Mais alors, ça va être important de le faire en étant justement... tu parlais de l'anxiété des parents, et en étant... à l'aise avec ça. Alors, vous n'êtes forcément pas à l'aise, puisque si vous ne le faites pas pour l'instant, c'est que ce n'est pas un truc qui vous parle au départ, ou en tout cas, ce n'est pas votre premier réflexe, ou vous avez lu des messages qui allaient dans l'autre sens. Alors, si vous tenez le coup, et que, en fait, moi j'ai envie de dire, si chacun fait comme il veut, donc bien entendu, si pour l'instant, vous tous les soirs, vous endormez votre enfant dans vos bras, même s'il a 3 ans et que ce n'est pas un problème pour vous, continuez, j'ai envie de dire. La seule chose, c'est que je continue à croire que ça n'est pas un cadeau pour l'enfant. Parce que je pense vraiment, même si vous avez l'impression de lui faire un cadeau en le gardant dans les bras, en étant près de lui, en tenant sa main, vous êtes en train de lui montrer qu'il ne peut pas faire ça. Et souvent, moi, quand j'ai des consultations, quand les enfants sont plus grands, 8, 9 ans, souvent c'est parce qu'il y a des classes de mer, des classes de neige. Et tout d'un coup, c'est un peu la panique. Parce que l'enfant n'a pas appris à s'endormir seul et qu'il va se retrouver dans une situation où il ne peut pas demander à madame de lui tenir la main, à la maîtresse d'être là à côté de lui, planté comme un poteau. Et donc, où il se dit, ça va pas aller, ça va pas aller. Et donc, voilà, déjà, c'est un stress supplémentaire de la séparation des parents. Et puis même, bon, ça veut dire aussi, si c'est un camp scout, enfin je ne sais pas, il y a des choses auxquelles il ne peut pas aller, dont il va être privé. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des camps scouts à tout prix, simplement il y aura des choses ou des situations où bien les parents vont se priver de pouvoir... j'avais l'autre fois quelqu'un qui me disait, quand je mange avec des amis, moi j'ai pas d'enfant, tous les couples où il y a un enfant, il y en a un des deux qui est jamais là à l'apéro, quoi, parce qu'il est en train d'endormir son enfant et que ça prend des plombes. Et donc, effectivement, je pense que si ça ne vous pose pas de problème, il ne faut pas réagir spécialement. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que ça ne va pas tout d'un coup s'arrêter. Alors, c'est parfois ce qu'on espère. Alors, ça peut peut-être arriver que tout d'un coup ça s'arrête, mais c'est plutôt rare. Et donc, peut-être qu'il faudra changer les choses quand l'enfant aura 8 ans. Et souvent, c'est plus difficile que quand il en a 2. Ça ne prendra pas 3 nuits, ça c'est sûr. À 8 ans, ça sera plus compliqué. Maintenant, voilà, après, chacun fait comme il veut. Maintenant, pour ceux qui voudraient que ça change, je pense qu'effectivement, il faut prendre son courage à 2 mains. C'est vraiment un sacrifice parental, mais c'est un cadeau qu'on fait à son enfant. C'est d'aller le soir, de l'embrasser, de faire, comme tu disais, un rituel ou l'autre, donc la petite histoire, ou tel bisou, tel câlin, ou mettre la petite musique, enfin voilà, en fonction de l'âge de l'enfant et de ce qui est adapté, le petit verre d'eau, enfin voilà, tout ce dont il a besoin à ce moment-là. Mais en sachant qu'à un moment donné, c'est stop et que ce soit très clair et très clairement dit et d'une manière affirmée. Mais peut-être pour aider les personnes qui nous écoutent, donner une petite mise en scène, un petit exemple concret, qu'est-ce qu'on peut faire finalement à l'endormissement par exemple ? Je vais prendre le nom de mon petit-fils par exemple. Voilà, maintenant Mathéo, tu peux dormir, tu vas être dans ton lit. Nous, on va aller en bas dans le salon, parce que souvent il y a des parents qui doivent aussi, il y en a qui doivent pas rester dans la chambre, mais rester à l'étage. L'enfant doit les entendre à l'étage, etc. Ça arrive aussi. On va aller en bas dans le salon, si c'est le cas, je dis pas que vous devez le faire, mais voilà, c'est une manière de le communiquer et dire on t'adore, tu sais bien qu'on est là, tout va bien pour toi et à demain. On sort, à ce moment-là, l'enfant commence à pleurer normalement. Enfin, si en tout cas, il n'a pas été habitué à quelque chose de ferme et de clair, il va commencer à pleurer, il va commencer à jouer le jeu qu'il connaît bien. En fait, le jeu où quand il pleure, il fait revenir papa ou maman. Et donc, à ce moment-là, à nous de pas jouer le jeu, en fait. Et de lui dire, écoute, tu peux pleurer. C'est normal, c'est pas chouette pour toi d'être tout seul dans ton lit. C'est normal. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Moi, je dis pas juste qu'il faut laisser son enfant pleurer. Il faut lui-même être empathique avec lui et lui dire, je comprends, c'est pas chouette pour toi. Donc, tu peux pleurer si tu veux. C'est pas chouette pour toi parce que tu es tout seul, par exemple, si on a l'impression que c'est ça, parce que tu n'aimes pas d'être dans ton lit, parce que voilà. On lui verbalise ce qu'on a l'impression. C'est pas les mots qui sont tellement importants. Maintenant, quand ils sont plus grands, c'est plus facile. Les mots seront justes puisqu'il pourra nous dire « j'aime pas d'être tout seul, j'aime pas le noir ». Et dire voilà, on peut laisser une lumière sur le palier, c'est pas la mort non plus. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir lui dire qu'on comprend que ce soit pas facile, qu'il a le droit de l'exprimer. Mais nous, ça ne change rien. On va descendre l'escalier et on va partir. On va fermer la porte si on ferme la porte, enfin, en fonction de nos habitudes. Et donc, je pense que ça, c'est cette clarté-là, et c'est là qu'on rejoint tout à fait ce que tu disais avec le stress, c'est que l'enfant sente que les parents sont sûrs, que eux se sentent
bien avec ça. Et même si on ne se sent pas bien, alors souvent, c'est plus facile d'envoyer le papa ou c'est plus facile d'envoyer la maman en fonction des tempéraments de chacun. Mais il y en a un des deux parents qui a plus facile à le faire. Ça, je le vois bien dans les couples quand j'accompagne des parents. Très clairement, il y a un des deux parents qui a plus facile. Et en tout cas, là, tu as mis en fait une balise qui permet, si on revient à ton image de la route enneigée, qui permet en fait de voir quelque chose sur cette route, de voir que finalement c'est pas si terrible de s'endormir tout seul et que je vais pouvoir y arriver, et que l'enfant peut se dire on lui envoie vraiment ce message-là, c'est ça. J'ai confiance en toi, tu es capable de le faire en fait. Et ça, c'est super important parce qu'évidemment, ça fait grandir notre enfant et je pense que c'est le plus beau message qu'on puisse lui envoyer au travers toute sa vie d'ailleurs, pas seulement au travers du sommeil. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.